Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. L'imago, c'est ça vient de Jung, c'est l'image qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents. Et c'est de cet imago qu'on tombe amoureux plus tard. Et c'est bien de le changer des fois, parce que si on a un imago où on a vécu beaucoup de violence, si on ne met pas de la conscience, on va rencontrer la violence tout le temps. C'est comme ça qu'on s'est senti aimé. Donc on va projeter que l'amour, c'est ça. Bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre. On va parler du couple, on va parler d'amour, on va parler un petit peu d'apaisement peut-être dans le couple dont vous avez besoin. Si vous remarquez que le dialogue passe difficilement, il y a des méthodes pour ça, il y a des accompagnements pour ça. Et celui qui est installé sur les canapés incarne très très bien cet accompagnement, expert en thérapie de couple avec une méthode dont il va nous parler. Claude Parizeau est installé donc sur ABC Talk. Bonjour Claude. Bonjour Marc. Dans cette tenue estivale. Oui, il fait chaud quand même. Pieds nus. Pieds nus, oui. Mais vous avez raison d'être décontracté comme ça. Merci en tout cas d'être là. Merci également d'oser de parler de votre parcours de vie, parce que vous savez que les rencontres, c'est aussi, au-delà de l'expertise qu'on va évoquer bien sûr, mais c'est aussi se raconter. Et se raconter n'est pas toujours un exercice facile quand on rentre parfois dans une certaine intimité, ce qui va être le cas pour vous, pour connaître votre parcours de vie. Est-ce que c'est simple ? Aujourd'hui, oui, j'ai fait beaucoup de thérapie, notamment sur les abus, sur tout ça, et j'en ai parlé beaucoup dans mon livre aussi. Ça a été une thérapie d'écrire le livre aussi. Puis il y en a un autre que je prépare aussi sur l'homme, sur le masculin. Et non, c'est plus très difficile. Disons que des fois, c'est difficile de trouver les mots. C'est-à-dire, j'ai pas les mots comme beaucoup, j'ai envie de dire, c'est assez genré, mais que beaucoup d'hommes, on s'apprend pas dans l'enfance à mettre des mots sur notre ressenti, ou alors moi, c'était non, tu ressens pas ça. Donc, il a fallu vraiment travailler pour retrouver les mots. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, justement, et on en parlait un petit peu hors antenne, que les choses évoluent dans le bon sens? On fait partie de cette génération où l'homme est un homme, et la sensibilité, la vulnérabilité de l'homme a souvent du mal à s'exprimer ou à être dévoilé au grand jour, comme ça, alors que peut-être que maintenant les choses se comprennent différemment aujourd'hui. C'est vrai que là, je le vois encore sous un autre aspect, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les hommes alpha, quand on parle des hommes masculins, tout ça, bon, et avec toutes les affaires qu'il y a aussi sur les abus, etc., je crois que les jeunes sont sensibilisés, ce qui fait que, voilà, on en parle déjà, donc il y a une évolution à cet endroit-là. Et je trouve aussi que les jeunes parlent, selon les classes socio-professionnelles, bien sûr, plus à partir de leur vulnérabilité. Et en même temps, il y a ces deux pendant avec les écrans. Je vois tout le temps sur les écrans. Je vois par exemple dans les couples, les jeunes se parlent pas forcément beaucoup et le fait d'être beaucoup sur les écrans, d'être peu, de laisser moins la place par exemple à l'imagination, etc. L'introspection, elle est pas plus importante. En tout cas, si on prend une échelle large. Après dans notre milieu peut-être, mais alors on va dire, j'entends ici et je lis d'ici certains commentaires qui vont dire « Ah, encore un thérapeute qui dit c'est la faute des écrans ». Entre autres, c'est pas que la faute des écrans. Je veux dire, mais c'est vrai que je le vois. Moi j'étais prof d'éducation physique, et dans le lycée, je vois, dans les récrés, je suis allé il y a pas longtemps dans un lycée, dans les récrés, ils se parlaient, les gens jouaient. Aujourd'hui, je suis allé dans le même lycée, dans mon lycée, 10 ans après. Je voyais les 3/4, ils étaient avec leurs écrans. C'était beaucoup plus calme. Il y a quand même quelque chose. Je suis obligé de constater après. Et je pense que les écrans, bien sûr qu'il y a des effets positifs. Et puis positifs. Puis là, je ne parle pas des IA avec tout ce qui se passe. Moi, ça me fait un peu peur, personnellement, parce que je suis une génération aussi, de cette génération-là. Mais j'observe. Je ne suis pas spécialement optimiste, même si je suis un optimiste de manière générale sur le monde. Voilà, je ne suis pas spécialement optimiste. Alors vous avez écrit « Réenchanter son couple » grâce à cette méthode Imago qu'on va découvrir, que vous allez nous présenter évidemment. Réenchanter son couple parce que vous voyez de plus en plus
de couple désenchanté? Oui. Là, en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, la crainte, la peur, par exemple, depuis même le Covid, le fait que j'ai l'impression qu'on... Moi, je regarde plus les informations, par exemple. Mais je me sens vraiment bien. Je veux dire, j'ai l'impression, en plus, dans mes stages, d'être au cœur de l'humanité, de voir des choses positives. Mais quand on regarde les infos, quand elles arrivent jusqu'à moi, c'est hyper... c'est stressant. Donc, je pense que ça a un impact sur les couples aussi, où il y a de la peur. Et quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour, comme me disait une formatrice. Et c'est vrai. Et cette peur-là crée de plus en plus de complications dans les couples, oui. Moi, j'observe de plus en plus de demandes. J'ai des demandes tous les jours, même si moi... je prends très peu de couples en individuel, je fais beaucoup de stages. Mais oui, je trouve... En fait, depuis tout le temps, hein, les problèmes de couple, comme on dit, il y en aura toujours. Donc après, c'est par période, mais en tout cas, là, oui, il y a beaucoup de douleur. Parce que on a souvent tendance, et c'est de manière un peu réductrice peut-être, de dire que le problème majeur, quand un couple rencontre des difficultés, c'est tout simplement le manque de communication. Oui. Alors il y a ça, et surtout la mauvaise communication, c'est-à-dire que... Puis surtout, il y a la période romantique, on mélange pour beaucoup, et moi j'ai fait partie de cela, mélanger le désir et l'amour. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de tensions, on va dire, amoureuses, même sexuelles, voilà, tout va bien. Sauf que quand cette période-là, au bout de 2-3 ans, au maximum 3 ans, elle passe, les personnes commencent à avoir des petits conflits. Mais s'ils ne sont pas câblés ou si on n'a pas appris à dépasser les conflits, à voir la pépite qu'il y a derrière le conflit, les couples se séparent, alors que le problème n'est jamais le problème. C'est ça aussi, j'ai fait beaucoup de thérapie de couple. Quand j'ai découvert cette méthode en 2006 pour moi, ma partenaire m'avait tiré de force même dans le stage, c'était ça ou la séparation, donc je fais partie de ces hommes tractés, comme on dit, parce que 90% des hommes sont tirés, et c'est eux qui sont les plus heureux. Hein. Après, dans les stages, c'est eux qui... C'est la peur, mais après, comme tout le monde, ils sont contents à la fin du stage, mais c'était la peur. Moi, j'avais peur de me montrer vulnérable, j'avais peur de pas réussir à communiquer, j'avais peur qu'on me montre du doigt comme quoi je suis celui qui fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Quelle différence vous faites? Alors, vous parliez justement désir et amour. Oui. Quelle différence y a-t-il? Si différence il y a? Oui, le désir et l'amour, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir même au bout de quelques années, je veux dire, au début, vraiment, on fait beaucoup l'amour, il y a beaucoup de désir, d'attirance, je veux dire, et c'est ça qui mène beaucoup le couple. On fait beaucoup l'amour, on fait l'amour partout, il n'y a pas de problème. Mais souvent, les couples, quand il y a moins de désir, ils pensent qu'ils n'aiment plus. C'est ça le mélange. Et alors que le désir, un cocktail d'hormones qu'il y a beaucoup au début, et qu'après, si on fait rien pour le nourrir, ça s'en va, quoi. Je veux dire, les hormones, on les sécrète moins. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais pour faire continuer... perdurer, voilà, ces hormones, cette ocytocine, la vasopressine, tous ces cocktails d'hormones. Et le désir, à la limite, c'est pour ça il y a beaucoup de couples qui font plus l'amour. Moi, je fais des stages aussi sur la sexualité avec la méthode Imago, plus avec de la pratique, des pratiques de corporelles, on va dire, ou sensuelles, ou de tendresse, ou plein de choses comme ça. Et ce que j'observe, c'est que les couples, en fait, attendent que tous les deux aient du désir. Ou alors, souvent, ils font plus l'amour parce qu'il y en a un qui a du désir, l'autre qui n'a pas de désir, mais c'est normal. Le désir, il n'arrive pas là comme ça. C'est qu'est-ce que je fais pour nourrir le désir. Donc, le but, c'est d'apprendre à voir qu'est-ce qui fait que j'ai du désir pour toi, qu'est-ce qui fait que je me sens désiré. Et ça fait partie de l'amour, mais il n'y a pas que ça. Saviez-vous que la qualité de votre relation avec votre mère détermine votre vie affective et que celle avec votre père conditionne votre vie sociale, professionnelle et même financière? Ce ne sont pas que des idées symboliques ou spirituelles, c'est une réalité énergétique, émotionnelle et je dirais même presque cellulaire. Tant qu'il y a du conflit, du rejet, de la tristesse ou du non-dit envers vos parents, votre vie reste bloquée dans certains domaines. La constellation intégrale, 100% constellant, est un format unique que j'ai créé pour aller libérer ces racines invisibles. Nous allons travailler profondément la relation à la mère, puis au père, au travers de sessions puissantes, incarnée et transformatrice. C'est une traversée qui vous reconnecte à votre puissance intérieure, vous ouvre à la paix en vous, vous sert à fluidifier vos relations et vous redonne les clés pour reprendre votre juste place dans votre vie. J'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique et inédite, profonde et réparatrice, une journée intense, précieuse pour vous, pour vos enfants,
et pour tout ce qui dépend encore de votre histoire familiale. Je vous invite à retrouver toutes les dates, les villes et les lieux sur abctaude.fr. J'ai hâte de vous retrouver pour une expérience inédite et mémorable. On entend souvent, et on pensait, enfin, je pense qu'il y a une grande majorité des gens qui disent que c'est une légende ou que ça n'existe pas. Le fait qu'il y ait des étapes dans la vie amoureuse et dans la vie du couple. Vous parliez des 3 ans, donc ça c'est avéré ? Oui, 3 ans maximum. Plus on a de la conscience, ou plus on avance dans l'âge, moins ça dure longtemps. Moi j'ai entendu 3 ans, 7 ans. Ouais, c'est il y a des caps cycles, comme ça. Il y a des cycles, oui, de 7 ans. Oui, alors après, ça, je me suis jamais formalisé là-dessus, mais j'observe, oui, qu'il y a des cycles de 7 ans. Je vois les couples qui viennent, c'est par étapes. Mais oui, il y a plusieurs étapes. Il y a la période romantique, les hormones. Après, il y a la période de lutte de pouvoir, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des tensions, puis on va avoir raison. Parce que quand on n'a pas raison, on a peur. En fait, on n'est pas éduqué à la différenciation. Je vois à l'école, moi qui suis très neuroatypique, que j'ai cru que j'étais nul, j'étais un monstre même, parce que je savais pas, je comprenais rien. Ouais. C'est pas que je comprenais pas, c'est que je m'ennuyais. Il y a plein de choses que je comprenais pas. J'ai cru que c'était moi qui allait pas. Sauf que on nous formate comme si on était tous pareils. Mais aujourd'hui, on voit bien, même les dyslexiques, il y a beaucoup d'intelligence, mais si on les prend pas en charge à l'école, ils sont en échec. Ouais. Donc, il y a ça. Donc, on commence à être... dès qu'on commence à se différencier, ce qui est normal, hein, c'est parce qu'on n'est pas 1 + 1 = 2 dans un couple, c'est 1 + 1 = 3. Beaucoup l'ont écrit. C'est-à-dire qu'il y a toi, moi, mais il y a aussi la relation. Et ben, au bout de quelques temps, il y a des luttes de pouvoir. On veut essayer d'avoir raison, puis on se sent en insécurité si l'autre pense pas comme nous. On aimerait qu'il pense comme nous, parce que sinon, voilà, on a l'impression de perdre des choses. Et une fois qu'il y a ça, ce qui est important, c'est là que j'adorerais que les couples viennent à ce moment-là, quand ils commencent à avoir leur première lutte de pouvoir, parce qu'il y a toujours assez d'amour pour faire le chemin. Puis il y en a, ils s'éloignent tellement qu'il n'y a plus assez d'amour et qu'ils veulent plus faire le chemin, ils préfèrent se séparer et recommencer exactement la même chose dans une autre relation, parce que les défis reviennent. C'est pas la même personne, c'est un autre défi. C'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Exactement. Ouais. Et moi, j'ai fait ça vraiment des années aussi. Et après, on a cette période de re-romantisation, en tout cas de travail, plutôt travail, parce que c'est un travail, le couple. Et là, on se met au travail, et la méthode Imago permet vraiment de parler la même langue, et puis de se réapprivoiser, et puis au bout de 4 jours, les couples repartent en lune de miel. Et c'est magnifique. Pendant 3 semaines, ils sont en lune de miel. Mais s'ils font pas le travail, ils repartent dans les mêmes choses. Donc je leur dis, si vous faites pas un dialogue par semaine, il se passera rien après. Il n'y a pas de miracle, mais quelle que soit la méthode. Il n'y a pas de méthode plus incroyable. Qu'est-ce que vous appelez un dialogue par semaine ? Un dialogue par semaine, c'est-à-dire qu'on apprend plein de sortes de dialogues dans le stage. Des dialogues, on peut s'apprécier, puis on s'écoute, et puis on fait le miroir. Je vais expliquer après comment ça se passe. Mais il y a plein de dialogues. Il y a des dialogues pour nettoyer la relation, pour nettoyer l'espace. Les dialogues pour sortir des frustrations. Il y a des dialogues pour l'appréciation, pour s'apprécier, pour nourrir la relation. Puis il y a des dialogues aussi pour construire la relation. Ça, la vision du couple. Quelle vision j'ai du couple ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi ? Il y a 50 ans, nos parents, ou même mes parents, il y avait une forme ou deux de couple. Je veux dire, il y a une façon d'être en couple. Aujourd'hui, il y a autant de couples que de façons d'être en couple. Donc, c'est ça qu'on apprend à faire. Donc, il y a plusieurs sortes de dialogues, et j'invite les couples à faire un dialogue prendre au moins 20 minutes par semaine, minimum, pour se faire un dialogue structuré. C'est un dialogue où on est cœur à cœur, les yeux, pas de téléphone, pas d'enfant, où on est vraiment en relation. On est dans un espace sécure, comme un petit laboratoire du couple, on l'appelle, et on prend vraiment un temps pour pas obligé de parler toujours de ce qui va pas. Hein. Ce qui est important, c'est de parler majoritairement de ce qui fonctionne. On dit toujours, il faut 5 appréciations. C'est Gottman qui a dit ça, ou je sais plus, je mélange toujours les deux, mais 5 appréciations positives pour une critique. Donc, on apprend au couple à vraiment se dire quand ça va, parce que c'est ça qui nourrit. C'est ça. On a tous besoin d'être reconnus dans la relation, et ça marche. Vous avez dit, Claude, quelque chose qui m'a interpellé tout de suite, c'est-à-dire que quand vous faites vos stages et que vous recevez effectivement ces couples qui sont parfois... Est-ce que d'ailleurs ce sont des couples en crise à chaque fois ? Pas à chaque fois. Il y a des couples qui veulent juste mieux communiquer. Il y en a, c'est juste des problèmes de communication, de pas se comprendre et puis de s'éloigner. Il y en a qui viennent juste pour nourrir, en début de relation. Alors là, il y a des parents qui ont vécu le stage, qui offrent à leurs jeunes
des enfants de 25 ans, et c'est le plus beau cadeau, et là, ils ont une vie après extraordinaire. Après, il y a des couples qui sont déjà séparés, qui veulent bien communiquer, et qui veulent pour leurs enfants, et qui veulent ne pas se déchirer pour que pas que leurs enfants... Donc, ils viennent en couple au stage, alors qu'ils ne sont plus en couple. Là, le dernier stage que j'étais à Montpellier, là, au hameau de l'Étoile, c'était magnifique. Il y avait un couple déjà séparé avec 3 enfants, mais ils vont vivre encore quelques temps sous le même toit. Et ils ont décidé de venir au stage pour nourrir leur relation et être un bon couple parental. Et les autres couples étaient tellement touchés. Il y en a qui venaient parce qu'ils ne savaient pas s'ils devaient se séparer ou pas se séparer. Il y en a qui étaient au bout du rouleau, c'était la dernière chance. Il y a de tout, vraiment. Alors vous avez dit, donc je reviens à ce que je disais, vous avez dit un truc qui m'a un peu interpellé. Vous dites, il y a un moment, une sorte de point de bascule où c'est pas trop tard, mais il aurait mieux valu que les gens viennent avant. Oui. Quel est ce point de bascule que vous n'avez pas évoqué ? Le point de bascule, c'est quand, dans une relation, il commence à avoir juste des petites tensions. C'est-à-dire quand il y a toujours... Il y a toujours des tensions. Oui, mais les premières... Je veux dire, quand il y a la période romantique, tout se passe bien, il faut qu'il y ait déjà un petit peu de choses qui grattent pour pouvoir travailler pendant le stage. Je dirais, à partir de 6 mois, 1 an, ça serait l'idéal. Alors, j'imagine, oui. Au bout de 6 mois de relation de couple, l'un des deux qui dit à l'autre, on devrait aller faire un stage de couple, il y a tout de suite une connotation, mais pourquoi ça ne va pas ? C'est ça. Alors c'est pour ça que c'est important la façon de demander. Clairement. Merci. Parce que quand même quand on fait un dialogue de frustration, on apprend à aller voir, nous, chez notre histoire, les 90% qui nous incombent. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, déjà on voit que l'autre n'est pas responsable de ce qui ne va pas. C'est 90% de notre histoire qui fait que ça ne va pas, ou que j'ai peur, ou je me sens en colère ou triste dans la relation. Et l'autre, il appuie juste sur un bouton rouge. Donc, c'est de dire, écoute, là, quand tu dis ça, là, je sens que je réagis, je sens qu'il y a une réaction. Est-ce que tu veux bien m'aider à comprendre pourquoi je réagis ? Quand on demande comme ça, déjà, c'est plus facile de faire le dialogue. Et pour les stages, c'est pareil. Si, je vois, la plupart du temps, c'est les femmes qui amènent leur partenaire. Si elles disent, écoute, ça te ferait du bien, ou si on parle de l'autre, ou ça nous ferait du bien, l'autre ne va pas venir parce qu'il a peur. Notamment l'homme, parce qu'on est éduqué sur être compétent, réussir, être fort. Et dès qu'elle est en stage, et les hommes savent qu'ils parlent un peu moins, leurs partenaires ont plus les mots très souvent, et ils ont peur que ce soit eux qui soient montrés du doigt. Donc c'est clair qu'ils ne viendront jamais. Par contre, si j'apprends même quand j'ai les coups de fil, je dis moi je peux vous dire, je peux vous aider à comment le dire. C'est juste de dire écoute, moi j'ai vraiment envie de te comprendre, j'ai envie que nous ayons une belle communication, j'ai envie que notre relation soit belle et tout au long de la vie et d'avoir les outils. Et j'aimerais bien que tous les deux, on fasse un stage. C'est pas de la thérapie, le stage. Le stage, c'est un stage de développement relationnel. Je parle de développement relationnel. Je déteste presque aujourd'hui le développement personnel. Donc, ce ne sont pas que des gens qui rencontrent des problématiques de couple ? Non. Pas que, mais pour dépenser, pour faire un stage aujourd'hui aussi, c'est souvent les couples quand même qui ont beaucoup de tensions et qui viennent, qui ont essayé par exemple d'autres méthodes aussi où ça va pas mieux. Et là, c'est vrai que dans cette méthode, on ne peut pas se louper. Dans cette approche, et puis dans le stage, j'ai vraiment créé le stage d'une façon à ce que les couples ne peuvent pas se louper. Mais quelles que soient les résistances, le rationnel, il va descendre dans son cœur, l'émotionnel, qui est plus, on va dire que c'est plus au niveau du ventre, il va remonter dans son cœur, et on parle la même langue. À partir du moment où on parle la même langue, on se rend compte qu'on veut la même chose. Puis dans les couples, on se rend compte qu'on a les mêmes besoins non satisfaits dans l'enfance, les mêmes blessures, entre guillemets. Blessure, pas obligé d'avoir été frappé ou abusé sexuellement. C'est juste qu'il y a des besoins qui n'ont pas été satisfaits enfant, mais de se rendre compte qu'on a eu les mêmes, parce que dans le stage, ils se rendent compte systématiquement que « Ah mince, ils pensaient que c'était tellement différent, mais en fait, c'est les mêmes blessures, mais protégées d'une manière complètement complémentaire et opposée. » C'est ça qui blesse. Mais quand on se rend compte que l'autre, il a les mêmes blessures, on a plus envie d'être partenaire plutôt qu'adversaire. L'autre n'est plus notre ennemi. Ça change tout. Alors, ce qui est bien pour vous, parce qu'évidemment, ces stages se remplissent facilement, oui, on peut quand même avoir la réflexion de se dire, c'est fou d'en arriver à devoir faire un stage pour se comprendre ou pour rééquilibrer son couple. Mais ce qui est plus fou, c'est que avant, nos parents n'en parlaient pas. Ça change. Les adultes qui viennent à ces stages vont en parler à leurs enfants, clairement, vont même parler sexualité, parce que c'est important aussi. Et c'est ça. Et à l'école, j'ai été prof, je suis désolé pour l'éducation nationale, mais c'est pas à l'école qu'on apprend à communiquer.
qu'on apprend à voir ce que c'est que le transfert, le contre-transfert, même les profs avec les élèves, des fois ils sont agacés, je vois, et puis ils parlent mal aux élèves parfois, parce que c'est vrai que les élèves sont de plus en plus difficiles, mais aussi il y a des projections de leur propre histoire sur les élèves. Si il n'y a pas un minimum de connaissances, ben, notre colère, moi je me vois à l'école, j'avais un bon rapport avec les élèves, mais quand j'étais énervé, quand un élève vient m'agresser, je le prenais pour moi, et puis je commençais à réagir et je me mettais dans le truc, si tu continues, je vais te punir, un truc, je sais pas comment. Mais c'est pas juste, c'est juste après, les dernières années, quand je faisais cette formation Imago, je leur faisais juste le miroir, je dis, ça n'a pas l'air d'aller là, t'as l'air vraiment tendu. Mais là, d'être reconnu dans juste ce qu'il vivait, parce qu'il n'arrivait pas à le dire, il se calmait direct. Ils m'ont dit, ouais, bah oui, je me suis fait virer. Hier soir, mes parents m'ont pas laissé rentrer. J'étais en lycée professionnel, en plus, avec des élèves qui vivaient pas mal de difficultés. Mais à partir du moment où j'allais dans leur monde et que je prenais pas pour moi leur agressivité, ça a changé énormément de choses. Alors après, je dis pas que c'était toujours parfait, mais c'est beaucoup. Mais si tout le monde savait ça, moi j'ai milité pour que moi j'ai fait des conseils pédagogiques, j'ai fait des formations pour les profs à une période, mais c'est très difficile de faire ça à grande échelle. Et on sait combien le métier de prof est difficile. Très difficile. Clairement, même pour les profs de sport, qui est quand même le truc surtout le plus sympa de toutes les activités de prof. On est d'accord ou pas? Difficile pour arriver effectivement à être prof de sport, parce que le cursus est quand même lourd et complet. Après, vous êtes bien. Ben, on pourrait croire. Non? J'ai failli travailler au rectorat quand j'ai eu mon grave accident de moto. J'ai failli travailler comme PRP, c'est-à-dire professeur, c'était l'aide psychologique. Je pouvais plus enseigner et comme j'étais dans le privé, j'ai pas pu parce que fallait rentrer dans le public. Et on m'a dit, au rectorat, me disait, les profs les plus démunis, les profs les plus en détresse, les profs de sport, professeurs de PS. Parce que pas étonné. Déjà, on est dehors, donc faut gérer les élèves pas dans la classe, c'est pas dans un petit périmètre, faut savoir bien gérer. Moi, c'est les colos qui m'ont appris à bien encadrer les jeunes. C'est vraiment le fait des directeurs de colos, tout ça. Et ça s'apprend, la pédagogie, ça s'apprend sur le terrain, c'est pas évident. Et en plus, les professeurs de PS, c'est les moins reconnus. C'est-à-dire qu'on a vraiment un rapport avec les élèves proches, mais on ne nous demande pas notre avis dans les conseils de classe. Moi, j'ai la chance d'avoir un directeur qui me donnait carte blanche et puis qui m'a beaucoup écouté. Il le sait combien encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui, parce que je suis resté 16 ans dans le Nord, dans le même lycée. Et c'est vrai qu'il y a peu de reconnaissance, ce qui fait qu'il y a des abus. Il y a les profs sont désabusés à un moment donné. Il y a beaucoup de rancœur, de manque de reconnaissance. D'où le fait qu'ils sont en détresse, dépression, alcool, beaucoup de choses. Ah ouais. Et oui. Particulièrement chez les professeurs de PS. Énormément chez les profs de PS. Oui. Bon. Étonnamment, hein, c'est vrai que c'est des... Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, évidemment, Claude parlait de son accident de moto qui a été le déclencheur, sans doute. Prise de conscience, vous passez à côté de la mort, et donc vous vous dites, voilà, prof de sport, on arrête. Et comment est-ce qu'on passe de prof de sport à thérapeute? Déjà, tout petit, à 3-4 ans, je sentais que je devais faire quelque chose de différent. Puis je suis rentré prof DPS, avec le recul, avec toutes ces années de thérapie, j'ai compris que j'avais vraiment peur, moi, de tout. Mes parents, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas été... ils savaient pas grand-chose de la vie. Ils ont laissé rentrer beaucoup de gens à la maison, sans le faire exprès, abuseurs et tout ça. Tout jeune, j'ai senti que j'étais pas à ma place, mais j'avais tellement peur que je suis resté à l'école, en fait, en gros. J'ai fait prof de sport parce que c'était la facilité. J'ai vu mon prof de sport en 6e qui était à l'aise avec les femmes aussi. Moi, j'étais très timide et je le voyais à l'aise. Je me disais, c'est un métier où je vais être bien, franchement. Hein. Et ça a été le référent masculin pour moi. Et donc, j'ai eu que cette idée-là en 6e, être prof de PS. Donc, je travaillais pas bien à l'école, mais comme j'étais vraiment motivé, je suis arrivé tranquillement. Et est-ce qu'il a su qu'il était votre référent? Un jour, je l'ai remercié parce qu'il était quand j'étais à la fac des sports, il était toujours dans le Nord, et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit. Vous l'avez dit? Donc, oui, je lui ai dit. Et ensuite, en fait, comment on passe là? En fait, quand j'étais à l'hôpital, je suis resté 1 an à me rééduquer dans un centre qui s'appelle l'Espoir. En plus, c'est vraiment bien approprié, à Villeneuve-d'Ascq. Et j'ai tripé, comment dire. Tout le monde, même les gens, ils avaient peur de me poser des questions. Même mes élèves venaient me voir, ils pleuraient. Je dis, mais moi, je vais bien.
j'avais rien à faire, j'avais juste à m'occuper de moi. Pendant toutes ces années, je me suis jamais vraiment occupé de moi, jamais. Je faisais, j'étais assez. J'étais assez hyperactif. Et voilà, je faisais, je réfléchissais pas à ma vie, c'était nos problèmes, allez, la joie, j'étais toujours souriant. Puis à l'hôpital, ça a été un choc quand on m'a dit que je marcherais plus. Parce que les médecins m'ont d'abord dit que je marcherais plus, que si par miracle je marcherais, je boiterais. Je boite pas, hein, mais bon, je peux plus courir, mais c'est pas mal aussi de pas courir dans la vie, prendre son temps. Mais ça a été des rencontres. Dans cette centre, j'avais que la rééducation, puis j'avais du temps, je discutais avec les gens, je leur demandais pourquoi ils étaient là. Et on m'a fait rencontrer un relaxologue et puis un formateur en massage. Il m'a dit, oh, je te verrai bien là-dedans. Ok. Dès que je suis sorti, je suis allé faire des stages. J'ai fait des stages de formation massage, de relaxation. Puis je me suis inscrit 2 mois après à l'école de relaxologue. Donc je suis devenu relaxologue, thérapeute psychocorporel. Puis après, thérapeute transpersonnel, c'est tout ce qui est état modifié de conscience. Et c'est toujours dans mes formations que, voilà, j'entends ça, ça me plaît, ça me plaît. Je me suis plus posé de questions. Mes peurs, je les avais laissées sur le bitume. J'avais plus peur. Je me dis, j'ai failli mourir. Aujourd'hui, vie, quoi. Et il y a vraiment quelque chose je me suis même pas dit, ça s'est fait. C'est comme si j'étais guidé. Je me suis pas posé de questions. J'étais heureux de vivre. C'est comme si tout ce que j'avais reçu à l'hôpital, j'ai reçu beaucoup des kinés, des gens qui m'ont rééduqué, des profs de sport aussi. J'avais des gens de ma promo, j'ai retrouvé des gens dans ce truc-là. Et j'ai tellement reçu d'amour que c'est comme si j'avais besoin de le redonner. Et ça s'est fait petit à petit. Petit à petit. Et la notion du couple arrive à quel moment? Et du fait de vouloir accompagner justement ces couples? Parce que le vôtre était en difficulté? Tous. En fait, toutes mes relations, j'étais timide. Après, tous les 3 mois, je changeais, ou tous les 3 ans maximum, je changeais pendant pas mal d'années. Puis je me suis marié à 27 ans avec une Italienne. Au bout d'1 an, je m'ennuyais, et puis elle faisait ses études, puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je lui ai dit, bon, on arrête. Et aujourd'hui, aujourd'hui, avec le recul, avec ce que vous savez, avec votre méthode Imago dont on va parler, vous auriez pu sauver ce couple? Alors, aucune idée, parce que j'avais vraiment pas de conscience. Donc, faire cette méthode, il faut déjà avoir un minimum de conscience. Oui, avec pas mal de couples, si j'avais fait le travail, bien sûr que je serais resté, puis que j'aurais appris que l'amour, c'était autre chose que le désir. Mais là, je me suis même pas posé la question. Mais par contre, j'ai été très triste, et puis je lui ai pas laissé de chance. Donc, elle est repartie en Italie. D'abord, elle a rencontré d'autres personnes, et puis elle m'en a voulu beaucoup. J'ai beaucoup payé aussi aux avocats, parce que je me sentais responsable, et voilà, je préfère payer plutôt que de rester. Voilà, je me sentais tellement un monstre. Il y a vraiment le mot monstre qui me venait. Vous le dites, hein. C'est fou. Vous vous décrivez jusqu'à l'âge de 50 ans. Le monstre, 45 ans, 50 ans, où j'ai appris à m'aimer au Québec, mais j'y reviendrai. Mais vraiment, jusqu'à 50 ans, je pensais que j'étais vraiment pas quelqu'un de bien pour les femmes. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se disait, mais je suis thérapeute de couple, mais je suis pas capable moi-même d'être en couple. Je me jugeais beaucoup. En France, en plus, même si je me jugeais pas, on m'aidait bien, parce qu'en France, c'est comme s'il fallait avoir le cancer pour soigner le cancer, quoi. Mais il y avait vraiment quelque chose de très jugeant. Oui, je suis pas en couple, donc je peux pas être un bon thérapeute. Mais ce qui est assez fou, c'est que vous êtes déjà thérapeute de couple et vous vous considérez comme ça. Oui. C'est incroyable de pouvoir être dans cette... C'est-à-dire donner des conseils, accompagner, être proche de ces couples, mettre en place la méthode, etc. Alors que vous ne mettez même pas ça en application pour vous. Je mettais de temps peu. Parce que, faut savoir pourquoi aussi. C'est pas que je voulais pas, c'est qu'il y avait pas de j'étais un des premiers. Quand j'étais dans le sud, à Aix, j'étais le seul. J'ai voulu faire des thérapies, mais les thérapies ne me convenaient pas. Je me sentais pas en sécurité. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pas. Et quand j'ai découvert cette méthode, je me suis dit, enfin, peut-être qu'un jour je vivrai le couple. Ça, c'était en 2006. Donc j'avais déjà 40 ans. Oui. Et en 2006, je me suis dit, on fait une thérapie Imago avec ma partenaire qui m'a emmené dans ce stage de force. Sauf qu'il y avait 0 thérapeute en France. C'était des Américains qui venaient. Ce qui fait que, on s'est séparés. Parce que je dis souvent dans le stage, je raconte ça. On s'est séparés, je me sentais pas en sécurité, les autres méthodes convenaient pas, et on n'y arrivait pas, je me sentais critiqué tout le temps. Et moi, comme je me critiquais déjà, les critiques de l'autre ravivaient toujours ces blessures où je suis pas correct, je suis pas quelqu'un de bien. Et donc, voilà.
Et ce syndrome, du coup, vous êtes en plein syndrome de l'imposteur, du coup. Ah oui, oui. Même pour écrire un livre, j'ai beaucoup dépassé ça. Bon, c'était au Québec, c'est ce livre-là qui m'a vraiment aidé à dépasser ça. De voir que j'étais juste neuroatypique, et HP et neuroatypique, et non pas un monstre. Et c'est au Québec qu'ils étudient beaucoup ça. Puis j'ai entendu un podcast qui m'a... mais j'étais une déflagration. Ce podcast, j'entendais, j'ai l'impression, mais elle parle de moi, là, elle m'a vu. Je me sentais vu et compris. Et je me suis dit, ah d'accord. Ben non, mais c'était juste d'accepter ça. Alors j'ai commencé à accepter, j'ai vraiment accepté que j'étais différent. J'avais des choses que je savais bien faire. J'étais très doué pour certaines choses et sous-doué pour d'autres, mais vraiment sous-doué. Des choses où je suis vraiment pas bon. Je sais pas, on appelle ça des hauts potentiels, on va dire, ou hétérogènes. C'est-à-dire, je suis pas homogène, je suis pas bon partout. Mais c'est un copain psychiatre suisse qui m'a beaucoup aidé à me comprendre aussi. Donc, voilà. Donc avant, j'ai beaucoup changé de partenaire. J'ai eu beaucoup de relations, ce qui fait que oui, je peux accompagner. Aujourd'hui, je vois que c'est une force, je peux accompagner tous les couples. Il n'y a pas un couple qui me fait peur. J'ai l'impression de comprendre vraiment chacun. Et que ça soit les femmes, parce que j'étais beaucoup avec des femmes, parce que j'ai du mal à être beaucoup entouré d'hommes les 40 premières années de ma vie. J'ai pas eu beaucoup d'amis hommes, parce que moi, mes abus, c'était un prêtre et d'autres hommes. Et donc, j'ai eu du mal avec le masculin, et puis j'ai pas eu beaucoup de référents masculins. Par contre, voilà, j'étais beaucoup... Alors, les femmes, je comprenais, puis j'étais même en colère contre les hommes. Je les trouvais bêtes, pas matures. Puis après, j'ai appris à aimer le masculin, j'ai accompagné des hommes, j'ai fait des groupes, je suis toujours dans un groupe d'hommes, avec des gens du Québec, je fais beaucoup de choses pour le masculin, et aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression vraiment de comprendre de toute façon que c'est ni la faute des hommes ni la faute des femmes, c'est juste une danse entre les deux, et puis ça marche pour les couples hétéros, comme pour les couples homo ou les couples trans. Au Québec, j'ai pu accompagner des trans, beaucoup plus de couples homosexuels qu'en France, et c'est les mêmes dynamiques. Alors cette méthode Imago, d'où prend-elle naissance? D'où vient-elle? Comment a-t-elle été construite? Et que préconise-t-elle? C'est Harville Hendrix et sa femme Hélène Leckley Hunt, dans les années 70-80, qui ont créé cette méthode. Lui, il a mis une quinzaine d'années à la créer. En fait, il a pris un peu de tout. Hein. Moi, je dis, très peu de gens inventent il a pris un peu de Gestalt, un peu de méthode Rogers, un peu de communication non violente, un peu de psychanalyse pour les liens avec l'enfance. Et voilà, il a mixé tout ça, puis il a mis vraiment beaucoup de temps pour faire une courbe, pour trouver une méthode qui vraiment apaise les cœurs, permet de se connecter, mais vraiment avec le cœur, et d'améliorer les relations. Mais vraiment. Et je le vois, je dis ça parce que ça fait plus de 16 ans que je fais ça. Je fais des milliers de séances, et c'est systématique. Donc, comment ça marche? En fait, ils ont créé ça, et ce qui est différent de tout ce que j'ai fait avant, c'est qu'on est face à face. En fait, le thérapeute, c'est la relation. C'est le couple. On est vraiment face à face, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Donc, on parle de cœur à cœur. Et en fait, c'est le couple qui se tient les mains. C'est le couple qui se tient. Nous, on est à côté, on est entre les deux. Okay. Puis qu'on soit derrière l'écran ou dans la même pièce, ça marche. Moi, j'accompagnais énormément. J'étais le premier à accompagner vraiment à distance. On me disait que c'était n'importe quoi, que c'était pas pareil. Moi, au contraire, avec mes composantes neuroatypiques, c'était plus simple. Au niveau émotionnel, le fait d'être derrière l'écran, je voyais plus et je sentais plus et j'étais plus en contact avec ce qui n'était pas visible, mais que je pouvais voir. Et ce qui est chouette, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui parle des phrases courtes et l'autre va faire le miroir. On va dire, on reformule pas comme en communication non violente ou dans la méthode Rogers, c'est que l'autre va juste faire le miroir, dire ouais, je t'entends dire, je prends la responsabilité de ce que j'entends. Je t'entends dire on répète et on vérifie. Est-ce que c'est ça? Et le fait de vérifier aussi, c'est un peu enfant. On aurait aimé que nos parents vérifient quand on parlait. Mais ça vient sans entendu. Il y a quelque chose qui va descendre, qui va permettre de s'apaiser. Ça va ouvrir le cœur. Ça va permettre de descendre dans les profondeurs. Donc ça veut dire que l'un dit quelque chose, l'autre répète en disant qu'effectivement il a bien entendu ce que l'autre dit. Je t'entends dire. Est-ce que c'est ça? Et à chaque fois, on descend. Puis si c'est pas ça, l'autre va dire tu m'as entendu en partie. Puis on va répéter jusqu'à temps qu'on se sente entendu. C'est le rôle de l'émetteur. Donc il sait qu'il va être entendu. Il prend tout le temps. Puis le récepteur, il n'essaye pas de retenir. Hein. Il essaye juste d'écouter avec son cœur. Il écoute avec son cœur et puis il dit voilà, je t'entends dire. Puis il essaye pas, il se dit pas oh là là, j'ai pas réussi. On n'est pas à l'école. On rassure déjà aussi. Il n'y a pas de bon miroir, de mauvais miroir. Il y a juste le miroir.
Et le fait de faire faut pas que ce soit non plus métallique et perroquet. C'est juste, je t'entends dire. Voilà. Puis on n'essaye pas d'en rajouter. Mais le but, c'est de juste dire je t'entends dire. On n'essaye pas d'en faire plus. Puis si c'est pas les mêmes mots, c'est pas grave. On demande si c'est ça. En tant que thérapeute, est-ce que vous sentez quand c'est en conscience ou pas? Oui. Je sens quand, même moi, je veux dire, tout mon travail, ça a été d'ouvrir mon cœur. J'ai fermé mon cœur tout bébé, et la difficulté, c'était d'ouvrir mon cœur à une femme dans l'intimité, puisque c'est l'intimité qui a été bafouée. Et je vois bien que, même moi, quand je faisais le dialogue imago au début, mes partenaires disaient, ouais, mais tu fais le dialogue, mais t'es pas vraiment là, on dirait un robot. Ils disaient, je sens pas ton cœur. Puis moi, à l'intérieur, ça disait, mais va te faire foutre. C'était vraiment ça, parce qu'on laisse parler la petite voix. La petite voix, elle disait ça. Elle dit, mais je suis là, j'essaye. Ça fait 40 ans que j'essaye. Je dis, laisse-moi le temps. C'est ça aussi, on voit aussi, parce que on parle de minimiseur, maximiseur. Moi, je suis un minimiseur, c'est-à-dire on minimise la relation. On a besoin d'espace. Les minimiseurs, on a peur d'être rejeté, donc on a besoin de plus de temps. Il faut, voilà. Et le maximiseur, lui, c'est tout de suite. Puis il veut entendre les émotions de l'autre. Il veut que l'autre parle de lui, d'elle. Très souvent les hommes. 90% des minimiseurs, c'est les hommes. Mais moi, je demandais pas mieux, mais qu'on me laisse le temps. Et c'est ça aussi, la dynamique que j'ai beaucoup appris. C'est pour ça que les couples, je les rassure aussi. Je dis, doucement. On va doucement. Soyez doux. Ça va pas être comme vous voulez tout de suite, peut-être. Mais laissez l'autre venir à son rythme. Et vous allez voir, ça va s'ouvrir. Voilà, c'est ça un peu. Le dialogue imago, c'est s'ouvrir progressivement à son rythme pour parler au niveau du cœur, de cœur à cœur, de yeux à yeux, et pas au niveau de la tête. Parce que la tête, il y a les hommes, ils disent, moi je suis un bon rationnel. Oui, ok, mais c'est important d'avoir aussi du rationnel. Mais dans la relation, ça n'aide pas. Mais quand on vous entend, on a le sentiment que la problématique vient quand même majoritairement des hommes. Merci de le dire. Parce que c'est vrai que comme... non. En fait, merci parce que c'est vrai que je peux avoir tendance à donner cette impression-là. Alors que c'est une dynamique des deux. C'est parce que souvent... Non, parce que vous disiez, les hommes, on les tire pour venir au stage. Les hommes... C'est vrai. Ils ont mais des qui a fait ces difficultés, hommes-là? Qui a créé... C'est aussi les mères. Les mères qui n'étaient pas satisfaites, par exemple, dans leur relation de couple, et puis qui ont projeté sur le fils des choses, et puis qui ont ou castré ou empêché certaines choses, et qui ont empêché le développement aussi de la sensibilité de l'homme, etc., etc. Ça se joue toujours à deux. Mais c'est vrai que le minimiseur, c'est vrai qu'il a peur de la relation, mais s'il a peur, c'est parce qu'il y a beaucoup de critiques en face. Nous, on dit le défi du on va dire d'abord de la tempête de grêle, on l'appelle le maximiseuse. Pourquoi? Parce que ça tombe vite, fort et tout de suite. Donc, ils appellent les tempêtes de grêle parce que ils vivent de l'abandon, souvent. Nos partenaires vivent de l'abandon. Elles ont besoin de liens et elles vont venir chercher le lien. Et elles revendiquent le lien, tandis que nous, on revendique la liberté et l'espace. Donc, c'est ça qui fait que c'est la danse. Mais, comment dire, ça joue à deux. C'est-à-dire que nous, on dit toujours plus tard, on remet à plus tard. Les minimiseurs, on va dire, oui, là, je peux. On dit même pas, je suis pas disponible, on va en parler à telle heure. On dit, oui, non, mais plus tard. Donc, notre partenaire... C'est pas faux, c'est pas mais faux. oui, mais notre partenaire n'est pas rassuré, ce qui fait que tant qu'ils sont pas rassurés, ils vont être dans leur truc de venir chercher, puis des fois paraître agressif, alors que derrière, c'est juste la peur de pas être connecté. Et donc, nous, on doit apprendre à nourrir le lien et à mettre nos limites. Et les maximiseurs, et dans le stage, on joue avec ça, c'est arrêter de critiquer. Parce qu'elles pensent que, souvent, les maximiseuses pensent qu'ils sont plus proches de leurs émotions. Mais, en fait, c'est vrai. Ils sentent plus les émotions. Mais il y a un côté soumis. C'est-à-dire qu'avec l'homme, elles vont faire plaisir. Dans l'éducation, on apprend à donner à l'homme ce dont il a besoin pour le garder. Ce qui fait qu'il y a des parts qui sont soumises. Puis le jour où la soumission, elle est plus possible, c'est la critique qui va prendre la suite. Et on va critiquer l'autre, alors que l'autre, c'est toujours le même. Et il comprend pas pourquoi aujourd'hui elle réagit comme ça. Je suis toujours celui que tu as connu. Mais justement, c'est ça qu'elle reproche. Mais au lieu de le dire dès le début, elles ont accumulé beaucoup de colère. Et la colère, elle est contre elle, mais elle projette sur l'autre. Donc il y a de la critique qui passe. Et dès qu'il y a de la critique, il n'y a plus de relation. Alors je schématise, mais c'est beaucoup des danses comme ça qui se passent. Mais on voit le schéma. Oui. On arrive effectivement à voir un petit peu les spectres de personnalité. Alors,
Alors ça, c'est faire une généralité. Oui, je fais une c'est dur. Je peux prendre des cas précis. C'est toujours plus subtil. J'adore, moi, parce que chaque cas est différent. Tout le monde, on vit toujours plus ou moins la même chose, mais il y a toujours des petites subtilités. Moi, c'est ça que j'aime. C'est le côté un peu détective. Trouver le petit truc qui est différent. Et si vous ne trouvez pas le petit truc, est-ce qu'il est possible que pendant vos stages, vous vous rendiez compte que ce couple n'est définitivement pas fait pour être ensemble? Alors, déjà, c'est pas moi. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à ce que les couples restent ensemble. Non, mais vous pouvez avoir un ressenti. Oui. Je vois des fois que je peux, en toute sincérité, il y a des fois, je dis pas que j'ai raison, mais des fois, je me dis, non, mais par exemple, quelqu'un qui a vécu, je prends un exemple, une femme qui a vécu beaucoup de choses violentes avec son père, même l'homme avec son père, puis qu'on rencontre la même violence en face d'une manière différente, ça va être salvateur de trouver ses limites, là où on n'avait pas de limite enfant pour dire stop, mais à un moment donné, dans la relation, de dire stop pour c'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est récupérer des parties de nous qu'on a enfouies enfant, qu'on ne pouvait pas mettre au jour enfant, qu'on ne pouvait pas faire sortir ou pas vivre. Et adulte, c'est vraiment d'oser les exprimer. Et des fois, c'est arrêter la relation pour changer d'imago. Parce que l'imago, c'est ça vient de Jung, c'est l'image qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents. Et c'est de cet imago qu'on tombe amoureux plus tard. Et c'est bien de le changer des fois, parce que si on a un imago où on a vécu beaucoup de violence, si on ne met pas de la conscience, on va rencontrer la violence tout le temps. C'est comme ça qu'on s'est senti aimé. Donc on va projeter que l'amour, c'est ça. C'est pour ça qu'on entend effectivement toutes ces femmes dire « Je ne comprends pas, j'attire toujours le même type d'homme ». Oui, puis moi aussi, moi je sais que j'attirais toujours le même type de femme. Ouais. Et pareil. Mais même avec de la conscience, des fois, c'est pas suffisant. C'est vraiment de travailler sur ce puis c'est dans la relation qu'on guérit. Moi, je restais pas assez longtemps pour dépasser. Je me sentais tellement en insécurité que voilà, il m'a fallu des années et trouver vraiment une thérapeute qui m'accompagne et pour rester. Donc, lorsque vous faites ces stages, vous pouvez ressentir le fait que effectivement ces deux personnalités s'opposent totalement et elles peuvent avoir la volonté de faire une démarche de réconciliation, si je puis dire, ou en tout cas d'effet miroir, comme vous l'évoquez, mais c'est en vain, quoi. C'est en vain, mais elles se rendent... C'est ça que j'ai... En fait, nous, le stage et le petit pont, on appelle ça le petit pont de la relation, c'est-à-dire qu'on se connecte, c'est juste de prendre conscience, si on peut continuer, mais avec de la conscience, c'est-à-dire, c'est remettre de la connexion et de l'empathie. C'est-à-dire, on se reconnecte avec le cœur et on voit si on peut continuer. Mais au bout des 4 jours, les couples, il y en a qui, des fois, ils se disent « Ok, j'ai compris. Non, on ne va pas continuer. » Mais au lieu de se disputer, et s'il y a des enfants, de se déchirer, eh ben, on met de la conscience, on en parle pour ne pas, pour pas faire porter à nos enfants notre séparation. Mais c'est là où c'est fou, c'est-à-dire qu'ils viennent en espérant sauver quelque chose. Oui. Et ils repartent C'est très rare. Ouais. Ça arrive. Hein. C'est très rare. Ça arrive, les couples qui viennent, moi, il y a des couples je prends le dernier, j'en fais beaucoup au printemps, j'en fais 2 par mois en moyenne entre avril et juillet. Là, il y a les couples, ceux qui viennent se séparer, ils se faisaient des câlins, c'était beau, puis ils s'étaient déjà séparés, mais ils vont rester sous le même toit et voilà, avec beaucoup de conscience, et puis ils risquent d'être moins tendus avec les enfants. Il y en a d'autres qui ils disent à la fin. Ils disent là, c'était notre dernière, j'avais plus d'espoir. Et au moins sur les 12 couples, là, j'ai entendu moins ça 4-5 fois, il n'y avait plus d'espoir, et là, je repars avec de l'espoir. Et l'engagement que je prends, parce qu'ils prennent un engagement, c'est de faire un dialogue par semaine. Après, je ne suis pas chez eux pour savoir s'ils le font, mais ceux que je vois, que je retrouve, ou qui vont faire un autre stage, ils disent, ça marche bien, on fait un dialogue par semaine. Par contre, ce que je peux dire comme chiffre, de mon expérience, c'est que 100% des couples qui me contactent pour me dire, par exemple, enlève mon adresse de ta banque de données parce qu'on est séparés, et je leur demande, je leur dis, je vais vous poser une question, mais je connais la réponse. Est-ce que vous avez fait des dialogues après le stage ou après la thérapie chez vous? Systématiquement, ils disent non. Et pourtant, au stage, je leur apprends que s'ils n'y arrivent pas, d'aller demander à un thérapeute quelques séances pour sécuriser davantage la relation. Des fois, ça demande être accompagné, même après le stage, par quelqu'un. C'est ça le stage aussi, c'est d'avoir l'humilité et le courage de demander de l'aide. On est dans une société où on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est la bullshit. On ne peut pas faire seul. Moi,
Et je vois que j'ai tendance aussi des fois à me débrouiller, hein, je peux le voir. Mais c'est important de demander de l'aide. Demander de l'aide et puis se dire que, effectivement, cet accompagnement Imago, il est très intéressant, mais il est nécessaire de faire ce travail à l'issue du stage. Oui. Vous préconisez effectivement de continuer à faire ces fameux temps de... C'est indispensable. S'il n'y a pas de dialogue à la maison, les couples qui t'arrivaient pas bien repartent avec une lune de miel de 3 semaines, mais après, il n'y a plus assez de sécurité s'ils ne font pas les dialogues pour refaire ce dialogue et utiliser dans les règles de l'art, parce que ce dialogue-là, il est très structuré. Si on le fait en freestyle, il ne se passe rien. On retourne dans les mêmes luttes de pouvoir et on manipule, on peut manipuler. Non, il y a une structure qui est vraiment bien faite. Là, c'est ce que vraiment Arvid Hendrix, c'est vraiment ce qu'il a fait. Ça, il a mis vraiment beaucoup d'années, mais ça marche. Je ne peux pas dire autrement, ça marche. Sinon... Alors, ça dure 4 jours ? Le stage, moi, en tout cas, c'est des stages entre 3 et 4 jours. Moi, le mien dure toujours 4 jours parce qu'il me faut 4 jours pour prendre le temps et pour pas qu'ils soient asphyxiés, les couples, et pour qu'on puisse vraiment avoir tous les outils. À part le dialogue effet miroir, qu'est-ce qu'on fait d'autre pendant ces 4 jours ? Pendant ces 4 jours, déjà, on se présente avec l'outil. Donc, au bout d'1 heure, ils savent déjà faire l'outil. Ensuite, je fais des démonstrations pour chaque dialogue. Il y en a 5-6 différents. Chaque dialogue, il y a une démo avec un couple volontaire qui est accompagné par moi. Donc, je mets la sécurité. C'est toujours magique. Les autres couples le voient. Il y a beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de mouchoirs. J'imagine. Ah oui, il y a beaucoup d'émotions parce que chaque couple vit... En fait, on vit tous les mêmes choses dans les couples. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc, chaque couple, quand il y en a un qui passe, c'est tout le monde qui profite. Et une fois que c'est fini, ils vont faire le dialogue. Chacun à leur tour, un qui est émetteur, l'autre récepteur, et après on inverse. Et après, on fait un temps de parole de 20 minutes, une demi-heure, sur qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, c'est quoi vos questions. Et moi, je fais de la théorie en lien avec la pratique. Ma spécificité dans ces dialogues, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de pratiques. Moi, je ne fais pas de PowerPoint, je fais pas de... Ils peuvent faire ça à la maison, le livre, ils peuvent regarder ça à la maison. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est que les couples sachent faire le dialogue, qu'ils se sentent en sécurité sur le petit pont. Et le but, c'est qu'ils se sentent assez en sécurité pour oser parler de tout. Parce que tous les couples veulent être aimés. Tout le monde, on dit toujours « je veux être aimé pour qui je suis ». Ça, c'est une phrase bateau. Mais personne ne dit qui il est. Parce qu'ils ont trop peur d'être rejetés ou abandonnés. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on apprend à dire la vérité. Pour moi, c'est la thérapie de la joie, de la vérité. Donc, dans ce stage, on fait beaucoup. Puis après, il y a des petits jeux, il y a des petites surprises. Des jeux où on joue, voir est-ce qu'on est minimiseur, maximiseur, mais on s'amuse bien. Beaucoup de légèreté aussi, beaucoup de joie. On donne des outils aussi dans le corps. Voilà, il y a beaucoup de... Moi, je pense qu'ils ont des outils à vie. Une fois que le stage est fait, et je le dis, les outils, c'est pas ce qui manque. Après, c'est les appliquer. C'est ça. Est-ce que ça s'engueule ? Non, pas dans le stage, où des fois, il y en a qui réagissent et puis qui sont fermés, ils nous appellent, parce qu'on leur demande de nous appeler. Nous, on est là pour... dans les dialogues, il y a assez de thérapeutes pour accompagner. On est quand même une équipe. Et on peut pas parce que on prend, dès le début, on prend responsabilité de ce qu'on vit. Quand on comprend que 90-10, c'est 90% mon histoire et 10% t'appuies sur un bouton, ils savent que dès qu'on engueule l'autre, c'est soit qu'on juge, c'est soit qu'on engueule, on va nulle part. Donc, et sans s'engueuler, fermer ? Comment ? Se fermer ? Oui, se fermer, oui, ça arrive. Oui. Mais la structure du stage fait que des fois, ils repartent le soir, le premier soir notamment, c'est quand même intense. Il y en a qui disent, désabusés, désespoir, parce que on passe dans la machine à laver. Et le deuxième soir, à chaque fois que je fais le petit mot, c'est toujours l'ouverture. Systématiquement, je fais ça depuis 15 ans, j'ai pas un couple qui est parti pas satisfait. Dans ceux qui s'investissent. S'il y en a un qui vient, je vous donne une anecdote, s'il écoutait, moi je pense pas qu'il écoute ce genre d'émission, mais on fait un petit mot, comment vous arrivez ce matin, comment vous repartez. Le premier soir, il y en a un qui nous disait, c'était des mots joyeux, je sais pas, légers, centrés. Puis lui, il a dit, c'est du jeudi au dimanche, nos stages. Puis lui, il a dit, dimanche. On avait tout compris, c'est-à-dire vivement dimanche. Vivement dimanche. Il est resté fermé pendant les 4 jours. Il est quand même venu me voir, il m'a dit, tu sais, je ferai les dialogues, mais moi, devant tout le monde, je peux pas devant, là, je peux pas. Je peux pas, il y a trop de monde et je peux pas. Mais les couples ne travaillent que à 2, pourtant. Mais il était fermé. Mais ça arrive, une fois sur 20 coups, sur 20 stages. Mais ces stages peuvent aussi être des révélateurs de secrets. Oui. Oui, parce qu'à travers une éponge qui traîne dans l'évier, quand on descend, on se rend compte, même les personnes moi je me souviens vraiment
une personne qui parle d'une éponge qui traîne dans l'évier qui le frustre, et en 10 minutes, il était dans l'abus de son oncle, et puis c'était la première fois que ça lui est remonté d'un coup. Ça veut dire que l'autre entend des secrets de son partenaire, de son épouse, de son époux. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que c'est révélateur. C'est révélateur, mais c'est ces secrets-là qui les éloignent. Et bien sûr. Là, il n'y a plus... Des fois, il y a des secrets qui émergent, mais c'est des secrets de famille ou des secrets d'abus ou de choses comme ça. Mais souvent, il y a des choses qui émergent qui n'étaient même pas à la conscience, qui fait que le partenaire est touché de voir son partenaire, mais vraiment dans l'émotion, et puis de parler à partir de sa vulnérabilité, ça crée un pont, ça crée une connexion. Ça paraît simple quand on en parle comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, moi, je suis toujours émerveillé. Pourquoi je ne fais que des stages aujourd'hui? Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, j'ai l'impression d'être au cœur de l'humanité et qu'à chaque fois, il se passe quelque chose de magique. Et c'est pas... je suis quelqu'un de très rationnel à la base, je suis pas éthéré, ou je suis pas, comment on appelle ça, ésotérique. Je viens du milieu. Non, c'est juste que de voir les couples. Si je pouvais faire une photo au début et une photo à la fin... Ouais. Je suis sûr que physiquement, ça se voit. Ah, mais ça se voit, mais je peux jamais, parce que les couples, si je leur demande de faire une photo au début, mais il est fou, celui-là. Puis même, les couples, ils disent, mais pourquoi on n'a pas fait une photo? Je dis, je vous aurais posé on l'aurait fait. Mais même un film, je peux pas. Mais c'est vrai que c'est magique. J'ai fait de temps en temps des photos à la fin, quand ils le réclament. Moi, je cherche pas spécialement. Mais c'est vrai qu'il se passe entre les couples, juste de vivre la même chose et de manger ensemble le midi, parce que j'essaie de faire ensemble qu'au moins le midi, tout le monde mange ensemble. Parce que les couples, en se partageant, et c'est pas une obligation, hein, mais quand ils se partagent, ça les rassure. Les hommes, ils n'ont pas l'habitude de parler d'eux. Et là, dans le groupe, de parler avec d'autres hommes sur ce qu'ils vivent, ils disent, moi, ça change ma vie, quoi. Il y a tous les âges? Tous les âges. J'avais beaucoup plutôt quand j'ai commencé, la cinquantaine, la moyenne. Aujourd'hui, ça va de 25 à 80 ans, même des gens de 80 ans, avec 60 ans de mariage, et des fois des couples de quelques mois, des jeunes qui viennent au bout d'un an, et c'est gagné d'avance, hein, quand ils viennent aussi. Quand on vient après un an, 2 ans de relation, et qu'il y a toujours de l'amour qui circule, ou qu'on sent l'amour circuler, c'est systématiquement gagné d'avance. Mais il y a tous les âges, c'est ça qui est beau. Il y en a qui disent merci parce que vous avez été ma mamie pendant le stage, ou il y en a qui disent j'avais l'impression d'avoir comme mes enfants. Il se passe il y a des transferts. Hein. Sans doute. Qu'est-ce qu'on vient chercher après 60 ans de mariage? Et quand on a 80 ans, qu'est-ce qu'on vient chercher dans un stage comme le vôtre? Oui, il y en a eu. J'ai eu 3 couples de 80 ans, et c'est vrai qu'une fois c'était 60 ans, et sinon, des fois, il y a au moins un couple à 30-40 ans de mariage dans chaque stage. Ils viennent bien vieillir parce qu'en fait, ils avaient une éducation où ils disaient pas, mais là, à force de tendre le truc, là, c'est plus possible. Mais il est temps. Oui, mais des fois, c'est pas possible avant, avec tous les interdits, mais où ils ont vécu déconnectés, puis là, les enfants sont partis de la maison, ou il y a des fois un cancer, il y a toujours quelque chose qui s'est passé, qui fait que, il y a des fois les enfants ne veulent plus venir voir les parents parce qu'ils s'engueulent tout le temps et c'est insupportable. Et ils leur disent, si vous voulez pas faire un stage avec Claude, parce qu'ils étaient venus à mon stage, là, on vient plus. Et là, ils bougent. Oui, des trucs comme ça. À l'inverse, quand on a 20 ans, ou 21 ans, 25 ans, peu importe, et qu'on vient faire un stage, est-ce que certains pourraient considérer que c'est un aveu de faiblesse? Comment, avec aussi peu de recul de la vie, et notamment de la vie de couple, on ait déjà besoin d'un stage? En fait, c'est parce que leurs parents, on connaît souvent ceux qui viennent jeunes, c'est parce qu'ils en ont entendu parler, et parce qu'il y a une ouverture. Moi, il y a des jeunes de 24 ans qui font des études de psycho, qui veulent être psy, donc qui sont déjà ouverts à ça, mais c'est pas une majorité. J'ai des couples de 25 ans, c'est pas ma majorité. C'est sûr. Des couples de 30 ans, non plus. Ça commence... 32 ans, là, j'ai des couples... Moi, j'ai par exemple une influenceuse qui est venue à mon stage et qui touche beaucoup, qui a 40 ans. Donc, j'ai beaucoup de 45 ans qui viennent grâce, je vais la citer même parce que Louise m'a vraiment fait une bonne pub, Louise Chabat. Ah oui, Louise Chabat. Voilà, Louise, elle est venue à un stage, elle a adoré, elle est arrivée comme ça, elle est sortie comme ça, et c'est vrai voilà, et ça a amené beaucoup de gens aussi. Voilà, quand il y a des gens influenceurs et qui vivent ça, ça aide. Donc, alors, est-ce que sans faire de généralité encore, mais est-ce que ce cap de la quarantaine dit quelque chose dans les relations de couple? Il y a beaucoup de remises en question à 40 ans, des changements de vie. Souvent, on a fait des études parce que papa a fait ça, ou bien nos parents nous ont conseillé ça. Puis c'est plus vers 40 ans avec du recul où
on se sent pas bien dans sa vie. Puis ça a un impact dans la vie de couple. Puis c'est peut-être aussi la vie de couple, on n'a pas choisi le partenaire, on se rend compte que je suis un partenaire, c'est peut-être pas... voilà, on n'est pas bien, on n'a pas osé dire. Il y a tous ces changements de vie, oui, entre 40 et 45 ans, il y a aussi cette remise en question. Mais moi, je me mets toujours à la place, dans le couple, de celui qui suggère à l'autre de venir faire le stage. Ça marche pas. Dans le couple, l'autre est le moins bien placé. Quand le partenaire, ce qu'on disait tout à l'heure, si moi je vais dire à ma partenaire, ça serait bien que tu fasses ça, c'est aucune chance qu'il vienne. Alors comment le formuler ? Le formuler, c'est de dire, j'ai tellement envie de vraiment bien communiquer. On parle que de soi. C'est-à-dire, moi j'ai envie, et puis il y en a qui veulent être thérapeutes de couple, Imago, et qui ont besoin de faire ce stage pour après. Et les partenaires veulent pas. Je dis, mais écoute, j'ai vraiment besoin que tu viennes, c'est pour moi, est-ce que tu peux le faire pour moi ? Quand le partenaire ne veut pas, là, on peut se poser la question, pourquoi on reste en couple alors que notre partenaire n'a même pas envie de nous faire plaisir ? Là, c'est d'autres dynamiques. C'est pas qu'il a peut-être pas envie de faire plaisir, c'est qu'il n'a pas envie de dévoiler sa vulnérabilité. Il peut ne pas le faire dans ces cas-là. Si elle doit faire le stage, il peut juste dire des choses qu'il veut, on n'oblige jamais. Mais le stage ne sera pas aussi impactant pour eux, mais elle pourra faire la formation. Mais ça veut dire que lui ne le fait pas à 100%. C'est ça. Puis au bout d'un moment, quand le partenaire fait un chemin, puis que l'autre ne le fait pas, à un moment donné, on s'éloigne, et ces couples-là, à un moment donné aussi, ils se rejoignent plus. Mais ça, c'est quelques années d'après, parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire le pas. Ça avait du sens de rester, voilà, on peut pas faire le chemin à la place des personnes. Moi, je force jamais rien. Par contre, quand on m'appelle, je dis, voilà, je vais franco, quoi. Je suis assez incisif. Je dis les choses, c'est dire la vérité, quoi. Je veux dire, je peux pas mentir. Je ne peux pas mentir aux gens. Je dis, si vous ne faites pas le travail, il y a une grande probabilité quand même qu'à un moment donné, ça coince. Mais c'est vous qui choisissez, quoi. Est-ce que du coup, quand on est thérapeute de couple, avec la méthode et toute la pratique, les centaines de personnes que vous accompagnez, est-ce que c'est facile de vivre avec Claude Parisot ? Je dirais que non. Mais pas pour ça. Je dirais non. Je dirais non parce que, avec ces neuroatypies, je suis très sensible à la critique avec la méthode Imago où on apprend à pas critiquer. J'ai tellement été critiqué enfant que j'étais pas. Mes parents ils n'ont pas été à l'école, ou ils savaient pas faire avec moi. Je veux dire, ils m'ont toujours dit mais non. Je vois, j'avais beaucoup besoin de temps de me poser, mais t'as rien d'autre à faire. Faites toujours que je bouge justement. J'ai l'impression que je faisais rien de bien. Donc je me suis réfugié dans le sport déjà, et j'ai fait beaucoup de sport. Mais je me suis anesthésié. J'étais déjà anesthésié par les abus. Mais le fait d'être anesthésié, comment dire, je suis tellement bien aujourd'hui avec moi aussi que je suis bien seul, et que si je rencontre quelqu'un, c'est vraiment pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Je veux dire, je suis pas en couple pour dire d'être en couple. Pendant longtemps, j'étais pas un bon partenaire parce que j'avais peur de pas être à la hauteur, et je me cachais. Donc je montrais qu'une partie de moi. Puis quand la personne était trop proche de moi, je partais parce que j'avais peur qu'elle voie le monstre que j'étais. J'ai fait ça pendant 40-45 ans. Ensuite, avec une partenaire avec qui je suis resté longtemps, qui est aujourd'hui thérapeute Imago, j'étais pas capable de... Tous les deux, on n'était pas capable de bien communiquer. On se critiquait beaucoup et on s'est fait beaucoup de mal, alors qu'il y avait beaucoup d'amour. Mais il n'y avait pas de thérapeute pour nous accompagner à cette époque-là. Donc on s'est séparés, après quelques années quand même. Et après, j'étais au Québec. Et là, au Québec, je suis resté que 5 ans. J'ai pas eu de partenaire à long terme. Et depuis que je suis rentré, je me sens compétent pour être en couple. Sauf que j'ai pas rencontré, depuis que je suis rentré il y a 3 ans, j'avais pas rencontré de partenaire. Là, j'ai rencontré. Okay. J'ai rencontré quelqu'un avec qui on travaille la relation et qui est vraiment engagé et avec qui on a envie de faire les mêmes choses, on a envie d'animer, on a envie de... C'est même trop... C'est tellement bien que voilà, on a l'outil, donc et elle veut aussi le faire, donc voilà. On va voir où on va, mais en tout cas, on reste. Alors, il y a toute la partie où c'est très beau, ce que vous venez de dire, et il y a un mot. Vous dites, c'est même trop. Et oui, pour moi, j'ai peur. Je vois les peurs qui remontent, la peur que ça s'arrête, la peur de perdre un moment le désir, toutes ces choses-là, comment on fait. Mais on sait qu'on a les outils, puis tous les deux, on a dit, on se parle, on ne ment, on s'est engagé à ne pas cacher, même si on a honte, même s'il y a quelque chose, on sait que ça ne va pas faire plaisir à l'autre, de le dire. De le dire, mais... c'est la règle d'or. C'est la règle d'or. Et c'est valable pour tous les couples ? Pour tous les couples, de dire ce qui... Pour moi, on n'est pas obligé de tout dire dans la relation, mais
c'est important de dire ce qui nous empêche d'être en lien avec, s'il y a quelque chose qui coince. Parce que de toute façon, c'est ça qui va nous éloigner. Dans les stages, je constate que tout ce qui éloigne les couples, c'est ce qui n'a pas été dit. Parce que la peur que l'autre nous rejette, ou nous humilie, ou nous abandonne, ou nous quitte. Et on le dit pas. Mais en fait, c'est ça qui fait qu'on se quitte à un moment donné. Et c'est pas évident, ça, hein, parce qu'on a beau le savoir, même on est thérapeute, mais dans le couple, on n'est pas thérapeute, on est avec nos vulnérabilités. Bien sûr. Ben, c'est quelque chose à... Mais je sais qu'il y a un outil aujourd'hui dont je n'ai pas peur d'utiliser. Mais j'avais peur avant. Parce que j'avais peur d'être jugé, j'avais peur que s'il n'y a pas de thérapeute, elle prenne le dessus, j'avais peur qu'elle me juge. Ouais, il y avait plein de trucs. J'avais peur de tout. Bon, aujourd'hui, ça va mieux. Ben, disons que quand même 30 ans de thérapie, à un moment donné, il faut bien que ça marche un peu quand même. Et j'ai encore beaucoup de choses, par contre, je vois que j'ai beaucoup de... Mon cœur dans le couple, c'est dans l'intimité qu'on est blessé, c'est dans l'intimité qu'on peut guérir. Je pense que... Et puis ma compagne, elle va le voir, cet entretien. Ah oui. Et puis je lui dis, mais je sens que... Je pense que je n'ai jamais fait... Mon petit garçon à l'intérieur, parce que c'est un petit garçon qu'on a, c'est nos petits-enfants. J'en ai pas parlé, mais ça, c'est important. Il a peut-être jamais fait confiance à un adulte. Et avec elle, j'apprends à faire confiance, parce qu'il y a vraiment quelque chose de sécurisant. Et puis, je sais qu'elle est simple, elle est saine. Et puis, je sais que je peux lui faire confiance. Et je sens que... Mais ça a besoin de temps. Je sens que mon cœur, il n'est pas pleinement ouvert. Vous pensez que le sien l'est ? Oui. Mais c'est ça qu'elle m'apprend, c'est qu'elle, je vois comment elle accompagne, elle aussi, elle est gestalt thérapeute, elle est thérapeute de couple. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Mais je sais que, je le vois, son cœur est vraiment ouvert, et elle aime je vois comment, quand elle me raconte, elle aime vraiment les gens, elle est très sensible, elle peut avoir les larmes qui coulent très facilement, beaucoup plus. Même moi, je peux pleurer dans les stages, je peux laisser couler, mais pour moi-même, je pleure pas beaucoup. Pour ma propre histoire, j'ai encore beaucoup de choses à explorer. Mais je sais que c'est la relation qui va m'aider. Donc, voilà. Magnifique. Moi, je trouve que voilà, vous avez d'abord une manière très simple d'expliquer les choses, très pédagogique aussi, très humaine, bien entendu, parce que là, on est au cœur de l'intimité de ces couples. Voilà. Et puis, sincère. La sincérité de ne pas promettre tout et n'importe quoi en disant « venez faire un stage et puis votre couple sera au nirvana ». Non. Vous avez la sincérité de dire « ça peut ne pas fonctionner ». Ça peut ne pas marcher, si en tout cas vous ne suivez pas ce que vous préconisez et l'accompagnement. Le stage, oui. Le stage, oui. Ils repartent en lune de miel, mais après... Et après, un couple se travaille pour le coup. C'est ça, quelle que soit la méthode. Il n'y a pas de méthode miracle, c'est pas imago. C'est juste que c'est un engagement qui n'est pas facile toujours. Et ce qui est fou, c'est qu'au fur et à mesure de notre entretien, de notre échange, on est obligé d'imaginer des situations que l'on vit à titre personnel. Quand vous parliez de telle ou telle situation, je me disais, ah oui, alors attends, si je fais ça, et comment, attends, parce que... C'est ça. Puis une chose que j'ai pas dite, qui est vraiment important, c'est, moi je parle beaucoup d'enfants intérieurs, j'ai fait des thérapies dialogue intérieur. Pour les hommes, par exemple, ou les personnes, plutôt, j'ai pas envie de stigmatiser les hommes, mais les personnes qui veulent pas aller en thérapie, parce que je suis pas fou, ça n'a rien à voir. La psychothérapie, c'est d'être accompagné sur un chemin de mieux-être. Mais si je veux pas y aller, si je me remets pas en question, je vais projeter toute la tristesse ou la douleur de l'enfant à l'intérieur de moi sur l'autre. C'est comme si l'enfant, il parle je suis en conflit. Lui, il est touché, mais si je veux pas aller à l'intérieur, c'est comme s'il dit, mais écoute-moi, écoute-moi. Si moi, j'écoute pas mon petit enfant, il prend toute la place. Et s'il prend toute la place, la partenaire, elle va voir que l'enfant. Et on fait pas l'amour avec son enfant. On fait pas l'amour si je projette ma mère sur ma partenaire qui est toujours en train de me dire ce qu'il faut faire. Je peux pas faire l'amour avec ma mère. Et c'est là qu'on n'est plus un couple. Et d'où l'importance la thérapie, c'est d'aller voir son enfant intérieur et d'être un bon parent pour soi-même, pour son enfant intérieur. Si je suis un bon parent, c'est moi qui me dis, quand je vais pas bien, je me dis, coucou, là, tout va bien, je suis là, c'est moi qui m'occupe de toi. Même si j'ai peur. Quand je fais un dialogue imago, encore aujourd'hui, j'ai peur. Je suis minimiseur, je sens la peur de ce petit garçon. Mais c'est moi qui prends en charge, je lui dis, tout va bien, tu sais bien qu'après, à chaque dialogue, c'est toujours chouette. Mais je suis obligé de faire ce chemin-là. Et c'est pas comme si tout va bien, tout est facile. C'est toujours un vrai travail. Mais si je ne vais pas en thérapie, si je ne prends pas soin de cet enfant, je vais le projeter sur l'autre. Ouais. Ça, c'est le truc de base. Et c'est ce qui se passe. Et je leur dis au couple,
S'il y en a qu'un qui fait le chemin et l'autre ne le fait pas, vous allez vous éloigner à un moment où vous avez pu vous rejoindre. Si vous êtes ici, c'est que ça coince. Il y en a peut-être qui feront jamais de thérapie à la maison puis qui y arrivent, mais je les vois pas, ceux-là. Mais si vous venez là, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin de grandir. On va mettre autour de la vidéo, évidemment, tous les liens pour entrer en contact avec Claude, avec les différentes dates. On est au mois de juin, la prochaine session. Le stage, c'est ici, là, c'est à Méché, au bord de la mer. Là, il reste de la place. En plus, il reste 2-3 places du 19 au 22. OK. Et puis après, c'est septembre, un stage sexualité et couple. Et aussi, cet été, il y a un gros stage au Hameau de l'Étoile qui est d'une semaine. C'est stage Imago plus stage sexualité d'une semaine avec Laura Pinson qui travaille sur les hérotypes. Et après, je vais au Québec en octobre animer un stage. Et après, il y en a d'autres à Tours. Une quinzaine par an. On va suivre tout cela. Merci infiniment, Claude. C'était passionnant de vous écouter. Merci. Et très instructif. Et en tout cas, ça suscite quelques réflexions intérieures, extérieures et avec nos partenaires respectifs. Je vous redonne le titre, évidemment, de ce livre, Réenchanter son couple, avec cette méthode dont on a parlé, Imago, bien entendu, entre autres, c'est aux éditions Erol que je salue au passage. Merci, au plaisir. Merci. Merci infiniment. Marc. Commentez avec bienveillance. Comme toujours, vous partagez, on a besoin de vous, vous le savez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.